Je n'ai jamais cru aux légendes. Pas avant cette nuit de juin, où j'ai découvert que certains secrets sont enterrés si profondément qu'ils remontent du sol comme des cadavres après l'orage. Mon nom est Marc Dubois et je suis journaliste indépendant depuis 15 ans. Je vous raconte aujourd'hui ce qui s'est réellement passé dans le Gévaudan entre 1764 et 1767, ce que j'ai trouvé dans les archives départementales de la Lozère m'a glacé le sang jusque dans les os. Ce que j'ai vécu ensuite a failli me coûter la raison et probablement la vie. Tout a commencé par une simple commande d'articles sur le tourisme en Lozère au mois de mars dernier. Mon rédacteur, en chef de Paris Match, cherchait du contenu pour le supplément été et m'avait donné carte blanche avec un budget confortable. La bête du Gévaudan, me disais-je. Voilà un sujet qui ferait le buzz et attirerait les lecteurs friands de mystères français. Erreur magistrale qui allait me plonger dans un cauchemar dont je peine encore à émerger. Ce que j'ai découvert dépasse l'entendement et remet en question tout ce que nous croyons savoir sur la réalité. Les autorités françaises cachent depuis 2 siècles et demi un secret si terrible qu'il pourrait ébranler les fondements mêmes de notre civilisation. J'ai d'abord consulté les sources classiques dans mon bureau parisien. L'abbé Pourchet et ses chroniques détaillées, les rapports officiels d'Étienne Lafon, les témoignages rassemblés au XIXe siècle par les premiers folkloristes. Les faits officiels sont connus de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de France. Entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767, une créature mystérieuse a terrorisé le Gévaudan. Plus de 100 victimes, recensées officiellement, pour la plupart des bergers et des enfants gardant les troupeaux dans les montagnes désolées. Des attaques d'une violence inouïe qui défie toute explication rationnelle. La tête arrachée d'un coup de mâchoire si puissant qu'il brisait les vertèbres cervicales. Le cou brisé net avec une précision chirurgicale qui ne laisse aucune trace de lutte. Les corps vidés de leur sang avec une méthode qui rappelait davantage un rituel qu'une prédation animale. Les témoins survivants décrivaient tous la même créature impossible, plus grande qu'un loup, se tenant parfois debout sur ses pattes arrière, dotée d'une intelligence quasi humaine. Ses yeux jaunes brillaient d'une lueur surnaturelle qui paralysait ses victimes de terreur. Ce qui m'intriguait par-dessus tout, c'était la disproportion entre les moyens déployés et la nature supposée de la menace. Comment un simple loup, même enragé, aurait-il pu semer pareille terreur dans une région habituée aux prédateurs? Pourquoi le roi Louis XV avait-il mobilisé ses meilleurs chasseurs, ses dragons, ses louvetiers les plus expérimentés? Pourquoi tant d'efforts, tant de ressources, tant d'acharnement pour une bête ordinaire? Les questions se multipliaient dans mon esprit comme des graines empoisonnées. Plus je creusais, plus je sentais qu'on nous avait menti, que la version officielle cachait une vérité bien plus terrifiante. Les premières failles dans le récit officiel sont apparues lors de ma visite aux archives départementales de Mende, un bâtiment austère aux murs de pierre froide qui semblait garder jalousement ses secrets. Madame Vernette, l'archiviste en chef, une femme d'une 60aine d'années, aux yeux perçants et aux mains tachées d'encre, m'a d'abord accueilli avec une méfiance palpable. Son regard inquisiteur me jaugeait, comme si elle cherchait à percer mes véritables intentions. Quand je lui ai expliqué mes recherches sur la bête du Gévaudan
Son visage s'est fermé instantanément. Ses traits se sont durcis et elle a serré les lèvres avant de murmurer d'une voix à peine audible. « Vous n'êtes pas le premier à fouiller dans cette histoire, monsieur Dubois. Les autres n'ont pas tous bien fini, croyez-moi. » Sa remarque m'a électrisé comme une décharge d'adrénaline pure. Quels autres journalistes? Quels chercheurs? De quoi parlait-elle exactement? Que leur était-il arrivé? Elle a hésité longuement, jetant des regards nerveux vers les couloirs déserts, puis m'a conduit vers une section interdite au public général. Des liasses de documents classés top secret, même 2 siècles et demi après les faits. Des rapports rédigés en latin ecclésiastique, des témoignages rayés à l'encre noire, avec une méthode qui révélait une volonté délibérée de censure. Des pages entières, découpées au ciseau, avec une précision qui suggérait une opération officielle de dissimulation. Dans un dossier poussiéreux marqué « Affaire Chastel, classification perpétuelle », d'une écriture gothique délavée, j'ai découvert le premier élément véritablement troublant. Jean Chastel, le chasseur qui avait supposément tué la bête le 19 juin 1767, n'était pas le simple paysan que décrivent les manuels d'histoire. Les documents révélaient qu'il appartenait à une société secrète très ancienne, liée aux Templiers survivants. Un ordre clandestin qui avait survécu dans l'ombre depuis la dissolution officielle de 1313. Ces hommes se transmettaient de génération en génération des connaissances ésotériques, des rituels de protection contre ce qu'ils appelaient les anciens. Leur mission sacrée consistait à maintenir fermées certaines portes qui ne devaient jamais s'ouvrir. Le rapport le plus choquant portait la signature tremblante du marquis d'Apcher, organisateur de la battue fatale du 19 juin. Il y décrivait en détail ce qui s'était passé ce jour-là dans les bois sombres de la Ténazère. Ce qu'avait abattu Jean Chastel avec ses balles bénites n'était pas un loup ordinaire. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister dans notre monde. Le marquis écrivait ces mots de sa main fébrile. La créature mesurait près de 2 mètres au garrot, se tenait parfois debout sur ses pattes, arrière comme un homme, et possédait une intelligence quasi humaine qui glaçait le sang de quiconque croisait son regard. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle qui semblait venir des profondeurs de l'enfer lui-même. Plus troublant encore, le rapport mentionnait que quand Chastel l'avait touché avec sa balle bénite, la créature avait poussé un hurlement inhumain, un cri si terrible qu'il avait fait fuir tous les oiseaux dans un rayon de plusieurs lieues, fendu les rochers et rendu sourds plusieurs témoins à vie. Le son provenait de nulle part et de partout à la fois, comme si la terre elle-même agonisait. Le plus troublant de tout, la dépouille de la créature s'était décomposée en quelques heures seulement. Sous les yeux terrorisés des témoins, la chair s'était liquéfiée, les os s'étaient désintégrés, ne laissant qu'un tas de cendres noires et une odeur de soufre si entêtante qu'elle imprégnait encore les vêtements des présents des semaines plus tard. Ils avaient transporté ces restes maudits à Versailles dans un cercueil plombé, sous escorte militaire. Madame Vernet m'observait lire ces documents interdits, le visage grave, comme celui d'un prêtre, officiant un enterrement. Vous commencez à comprendre pourquoi cette affaire reste classifiée après tant d'années, monsieur Dubois. Cette créature n'était pas de ce monde, et les autorités de l'époque le savaient parfaitement. Elles savaient aussi qu'elle risquait de revenir. J'ai photographié discrètement les documents les plus compromettants avec mon téléphone. Ma main tremblait si violemment
que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir des images lisibles. Ces révélations remettaient en cause tout ce qu'on nous avait enseigné sur l'affaire, tout ce que l'histoire officielle voulait bien nous révéler. La bête du Gévaudan n'était pas une légende amplifiée par la peur populaire et l'ignorance des masses. C'était un phénomène paranormal de première ampleur, soigneusement dissimulé par les autorités pour éviter la panique générale. Un événement si extraordinaire qu'il avait mobilisé des forces occultes dont l'existence même était niée par la science moderne. Le soir même, dans ma chambre d'hôtel de Mende, j'ai commencé à rédiger fébrilement mes premières notes. Mais plus je creusais dans mes recherches, plus les questions s'accumulaient dans mon esprit comme des nuages d'orage. Si la créature avait été définitivement tuée en 1767, pourquoi les autorités maintiennent-elles encore le secret le plus absolu? Qu'avait-elle à cacher après tant de siècles? Pourquoi cette classification perpétuelle? Quels autres événements similaires avaient-ils été dissimulés au fil des siècles? Ma curiosité de journaliste était piquée au vif, mais quelque chose dans mon instinct me murmurait que je m'engageais sur un chemin dangereux. J'ai décidé de me rendre sur les lieux des premières attaques documentées. Le hameau isolé des Hubacs, où Jeanne Boulet, 14 ans, avait été la première victime officielle le 30 juin 1764. Le village existe toujours. Une poignée de maisons de pierre perdues dans les montagnes désolées, au nord-ouest du Vivarais. Le paysage était d'une beauté sauvage qui masquait mal une atmosphère oppressante. Les montagnes se dressaient comme des remparts naturels, coupant la région du reste du monde. Les forêts épaisses descendaient jusqu'aux vallées, créant des zones d'ombre permanentes, où la lumière du soleil ne pénétrait jamais. L'endroit parfait pour qu'une créature malveillante puisse se cacher et chasser à loisir. Les habitants étaient étrangement réticents à parler de l'affaire. Dans le seul café du village, un établissement sombre, aux poutres noircies par des siècles de fumée, le patron, un homme d'une cinquantaine d'années, au regard fuyant et aux mains tremblantes, m'a servi ma bière sans prononcer un seul mot. Quand j'ai mentionné la bête du Gévaudan, il s'est figé comme si j'avais prononcé une malédiction. « Faut pas réveiller ce qui dort, monsieur », a-t-il murmuré d'une voix rauque. « Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser tranquilles, des choses qui n'attendent qu'un prétexte pour revenir nous hanter. » Ses mains tremblaient en essuyant son verre, et j'ai remarqué qu'il portait une médaille religieuse au cou, ainsi qu'un étrange pendentif que je n'arrivais pas à identifier. Un vieux berger, accoudé au comptoir dans l'ombre, a soudain levé la tête. Son visage buriné portait les traces de décennies passées dans les montagnes, et ses yeux délavés semblaient avoir vu des choses que les autres préféraient oublier. Mon arrière-grand-père était là en 64, a-t-il dit d'une voix chevrotante. Il nous racontait des histoires que nos parents nous interdisaient de répéter aux étrangers. Quelles histoires ? Ai-je demandé, le cœur battant. Le vieux homme a vidé son verre de gnôle d'un trait, comme s'il avait besoin de courage liquide pour continuer. Il disait que la bête n'était pas venue toute seule dans notre région. Elle avait été appelée, invoquée par quelqu'un qui connaissait les anciens rituels interdits. Appelée ? Par qui ? Par quelqu'un qui voulait se venger, qui avait des comptes à régler. Quelqu'un qui maîtrisait les anciens rituels que l'Église avait interdits depuis des siècles. Mon aïeul disait qu'il y avait eu des messes noires dans les grottes de la région, des sacrifices d'animaux, des incantations dans une langue que personne ne comprenait plus.
Le patron lui a lancé un regard noir, chargé de menaces. « Tais-toi, Fernand, tu vas encore faire fuir les touristes avec tes histoires de vieux fous. » Mais Fernand avait bu, et les mots coulaient maintenant librement, comme un torrent longtemps contenu. Il y a eu d'autres créatures, après celle de Chastel, a-t-il continué. Moins souvent, plus discrètement, mais elles sont revenues. Des disparitions inexpliquées de temps en temps, des bergers retrouvés vidés de leur sang, dans des circonstances étranges. Mon père disait qu'elles venaient tous les 50 ans environ, comme une malédiction qui se répète selon un cycle immuable, comme si quelque chose dans ces montagnes refusait de mourir définitivement. J'ai senti mes cheveux se dresser sur ma nuque et un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale. Tous les 50 ans, si le vieux berger disait vrai, cela signifiait que nous étions en 2024. Le dernier cycle remontait donc aux années 1970. Étions-nous à l'aube d'un nouveau déchaînement de violence? J'ai commencé mes vérifications dès le lendemain matin. Les journaux locaux de cette période révélaient effectivement une série de faits divers, troublant soigneusement dissimulés par les autorités. Entre 1970 et 1975, une dizaine de randonneurs avaient disparu mystérieusement dans la région sans laisser de traces. Les gendarmes parlaient systématiquement d'accidents de montagne, de chutes mortelles dans les ravins, d'égarements en forêt. Mais certains corps, retrouvés des semaines plus tard, présentaient des blessures pour le moins étranges. Des morsures trop larges pour un chien domestique, trop précises pour un loup ordinaire, trop profondes pour un quelconque animal connu dans la région. Un détail récurrent m'a particulièrement frappé dans les témoignages de l'époque que j'ai pu dénicher dans les archives de la gendarmerie. Les témoins décrivaient tous, sans exception, une odeur nauséabonde qui imprégnait les lieux des attaques. Un mélange indescriptible de chair en décomposition et de soufre qui donnait la nausée et restait collé aux vêtements pendant des jours. Exactement ce qu'avait mentionné le marquis d'Apcher dans son rapport secret 3 siècles plus tôt. Cette constance dans les détails, à travers les époques, ne pouvait être le fruit du hasard. Elle suggérait plutôt la persistance d'un phénomène identique, se reproduisant selon un schéma préétabli. J'ai réussi à retrouver trace d'un ancien gendarme, à la retraite, Pierre Durand, qui avait personnellement enquêté sur ces disparitions mystérieuses dans les années 70. Il habitait maintenant une petite maison isolée, près de Florac, au cœur d'un paysage de landes désolé. Un homme de près de 80 ans, le visage buriné par les intempéries, les mains déformées par l'arthrite, mais l'œil encore vif. Quand je lui ai expliqué l'objet de ma visite en détail, il m'a fait entrer dans son salon où trônait une immense cheminée de pierre noircie. Des trophées de chasse ornaient les murs, des sangliers aux défenses impressionnantes, des cerfs au bois majestueux, quelques loups empaillés aux yeux de verre. Mais dans un coin sombre, sous une bâche militaire, se cachait quelque chose de plus imposant et mystérieux. J'ai enquêté toute ma carrière sur ces affaires inexpliquées, Monsieur Dubois, a-t-il dit en allumant sa pipe. J'ai vu des choses que la hiérarchie m'interdisait formellement de mentionner dans mes rapports officiels. Des traces de pas qui ne correspondaient à aucun animal répertorié dans nos manuels. Des témoins terrorisés qui décrivaient une créature à mi-chemin entre l'homme et la bête. Il s'est approché lentement du coin mystérieux et a soulevé la bâche d'un geste théâtral.
Dessous apparaissait le moulage en plâtre d'une empreinte gigantesque, conservée avec un soin méticuleux. Une patte de près de 30 cm de long, avec des griffes acérées et des coussinets inhabituellement développés. La forme générale évoquait un canidé, mais les proportions défiaient toute logique anatomique. Je l'ai trouvé en 73, près du corps mutilé de Stéphanie Moreau, une étudiante en biologie de Montpellier qui faisait des relevés botaniques dans la région. Elle avait été littéralement éventrée avec une précision chirurgicale. Le médecin légiste a officiellement conclu à l'attaque d'un ours, mais aucun ours n'a été observé dans la région depuis le début du XXe siècle. J'ai examiné l'empreinte de près, y passant mes doigts, avec une fascination morbide. Elle ne ressemblait à rien de connu dans la faune européenne. Trop grande pour un loup, trop allongée pour un ours, avec une morphologie qui défiait toute classification zoologique traditionnelle. Les griffes étaient particulièrement impressionnantes, longues comme des lames, et visiblement capables de déchirer la chair humaine sans effort. Pierre Durand a repris sa place dans son vieux fauteuil de cuir, tirant pensivement sur sa pipe. Le plus troublant dans toute cette affaire, c'étaient les cycles parfaitement réguliers. J'ai passé des années à faire mes calculs, à comparer les dates, à chercher des connexions. Les grandes vagues d'attaque suivent un schéma immuable depuis le XVIIIe siècle. 1764, 1814, 1864, 1914, 1964. Et maintenant, nous y sommes. Si mes calculs sont exacts, et ils le sont, nous sommes entrés dans une nouvelle période d'activité. La créature, ou ses semblables, vont bientôt reprendre leurs activités meurtrières. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Nous étions donc véritablement au début d'un nouveau cycle de terreur. Si les observations de Pierre étaient exactes, de nouveaux drames allaient bientôt frapper la région. Des innocents allaient mourir, et personne ne semblait préparé à affronter cette menace surnaturelle. Comme pour confirmer nos pires craintes, j'ai reçu un appel urgent de mon rédacteur en chef le soir même. « Marc, tu es toujours en Lozère ? Il y a eu un incident très bizarre près de Saugues. Un berger retrouvé mort dans des circonstances particulièrement étranges. Les autorités locales sont sur les dents. Tu pourrais jeter un œil et me faire un papier rapide. » J'ai foncé sur les lieux dans la nuit, guidé par les gyrophares des véhicules de gendarmerie qui clignotaient comme des yeux maléfiques dans l'obscurité. La zone avait été entièrement bouclée dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, ce qui était inhabituel pour un simple accident. J'ai pu approcher assez près pour distinguer la scène, et ce que j'ai vu me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Le corps de Henri Beaumont, 62 ans, berger depuis 40 ans, gisait dans un pré en contrebas du village. Même de loin, à travers mes jumelles, je distinguais parfaitement les blessures béantes qui déchiraient sa dépouille. La gorge ouverte d'un seul coup de griffe, si net qu'on aurait dit un coup de rasoir. Le torse labouré avec une précision chirurgicale qui révélait une intelligence derrière l'attaque. L'odeur m'a pris à la gorge avant même que j'aie atteint le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre. Cette puanteur indescriptible de charogne et de soufre décrite dans tous les témoignages historiques depuis des siècles. Elle imprégnait l'air sur plusieurs centaines de mètres, si entêtante qu'elle provoquait des hauts-le-cœur immédiats chez quiconque s'en approchait. 2 gendarmes en tenue
montait une garde vigilante, l'arme au poing et les nerfs visiblement à vif. Je me suis présenté comme journaliste avec ma carte de presse, mais ils ont catégoriquement refusé de me laisser approcher davantage. Ordre strict des hautes autorités, m'ont-ils dit d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. L'affaire était déjà classée secret défense par la préfecture. Secret défense, pour la mort d'un simple berger dans un fait divers local? Cette réaction disproportionnée confirmait mes soupçons les plus noirs. Les autorités savaient parfaitement ce qui se tramait dans la région. Elles avaient probablement des protocoles spéciaux, des plans d'urgence préétablis pour ce genre de situation exceptionnelle. La machine administrative s'était mise en branle avec une efficacité qui trahissait une longue préparation. De retour à Mende dans la nuit, j'ai tenté désespérément de contacter Madame Vernet pour obtenir des précisions supplémentaires. Mais les archives départementales étaient mystérieusement fermées pour inventaire exceptionnel et maintenance urgente. Mon hôtel m'a informé qu'un groupe d'hommes en costume sombre avait discrètement demandé des renseignements à mon sujet. Ils prétendaient venir de la préfecture pour une enquête administrative de routine. J'ai compris qu'il était grand temps de quitter la région avant que ma présence ne devienne véritablement problématique. Mais en préparant mes bagages à la hâte, j'ai eu la désagréable sensation que quelque chose d'invisible m'observait depuis l'ombre. Une présence malveillante qui semblait émaner des murs eux-mêmes, me scrutant avec une intelligence aliène et hostile. Dans le train qui me ramenait vers Paris le lendemain matin, j'ai commencé à ressentir une oppression grandissante. Quelque chose me suivait. J'en étais absolument certain. Entre Clermont-Ferrand et Moulins, j'ai eu l'impression, terrifiante, d'apercevoir une ombre massive qui courait parallèlement au convoi, à travers la campagne. Plus rapide qu'un loup, plus agile qu'un cheval, plus fluide qu'aucun animal terrestre connu. Une forme qui ondulait entre les arbres avec une fluidité surnaturelle, bondissant par-dessus les obstacles comme si elle défiait les lois de la gravité. Parfois, elle disparaissait complètement pendant plusieurs kilomètres, puis réapparaissait soudain plus proche, comme si elle testait ma résistance nerveuse. Mes compagnons de voyage ne semblaient rien remarquer, plongés dans leurs journaux ou leurs téléphones portables. Arrivé chez moi dans mon appartement du 11e arrondissement, j'ai immédiatement verrouillé la porte et tiré tous les rideaux avec des gestes fébriles. Mes mains tremblaient violemment en triant mes notes éparses. Les photos que j'avais prises aux archives départementales étaient inexplicablement floues, comme si une force invisible avait systématiquement perturbé l'appareil au moment des prises. Seules quelques lignes restaient lisibles çà et là, des fragments de phrases qui ne formaient plus un ensemble cohérent, comme si quelque chose s'acharnait à effacer les traces de mes découvertes, à protéger des secrets qui ne devaient pas être révélés au grand public. Cette obstruction systématique ne faisait que renforcer ma conviction d'être sur la piste de quelque chose d'énorme. J'ai passé toute la nuit à rédiger fébrilement mon article, luttant contre une fatigue écrasante qui semblait émaner de l'extérieur. Mais plus j'avançais dans la rédaction, plus mon ordinateur plantait de façon inexplicable. Des pages entières disparaissaient sans crier gare. Des phrases se modifiaient toutes seules sous mes yeux, comme si une volonté étrangère tentait de m'empêcher d'écrire. Vers 3 heures du matin, alors que j'étais plongé dans la description des documents secrets, j'ai entendu des grattements distincts à ma fenêtre, au 5e étage d'un immeuble haussmannien sans balcon.
J'ai écarté précautionneusement le rideau d'un doigt, tremblant, et j'ai failli hurler de terreur. 2 yeux jaunes, flamboyants, me fixaient de l'autre côté de la vitre, brillant dans l'obscurité comme des braises infernales. Des yeux d'une intelligence terrifiante, presque humaine, mais infiniment plus ancienne et malveillante. Quand nos regards se sont croisés, j'ai ressenti une douleur fulgurante dans le crâne, comme si quelque chose de glacial tentait de s'introduire directement dans mon cerveau. Des images hideuses ont déferlé dans mon esprit, des corps déchiquetés, des rituels sanglants, des créatures tapies dans l'ombre depuis des millénaires. La créature a disparu d'un bond impossible, s'évaporant littéralement dans la nuit. Mais son message était parfaitement clair. Certains secrets ne doivent jamais être révélés au grand public. Certaines vérités sont trop dangereuses pour l'humanité ordinaire. J'étais allé trop loin. J'avais franchi des limites qu'il ne fallait pas dépasser. J'ai quitté Paris dès le lendemain matin, prenant la première direction venue. Finalement, je me suis dirigé vers la Bretagne, chez un ami journaliste qui possède un cottage isolé près de la forêt de Brocéliande. Si je devais raconter cette histoire, maudit, autant le faire dans un lieu protégé par d'autres légendes millénaires, d'autres forces qui pourraient peut-être me défendre. Car j'ai compris, avec une clarté aveuglante, que la bête du Gévaudan n'était pas morte lors de cette fameuse battue de 1767. Jean Chastel avait effectivement tué quelque chose, mais seulement un avatar, une manifestation physique temporaire de quelque chose de beaucoup plus vaste et terrifiant. L'entité véritable, celle qui tire les ficelles depuis des siècles, existe toujours dans des dimensions parallèles à la nôtre. Elle se nourrit de la peur humaine, grandit avec chaque nouvelle génération qui oublie progressivement les anciennes protections. Plus nous perdons contact avec les traditions anciennes, plus nous devenons vulnérables à ces influences. La modernité nous a fait oublier les rituels de protection, les barrières spirituelles que nos ancêtres maintenaient avec un soin jaloux. Les preuves de son activité continue s'accumulent partout en France, pour qui sait les reconnaître. Des disparitions inexpliquées dans les Vosges, attribuées aux accidents de montagne. Des attaques d'animaux non identifiés dans les Pyrénées, classés sans suite. Des témoignages de créatures bipèdes dans les forêts d'Ardennes, ridiculisées par les médias. La bête essaime, se multiplie, étend son territoire d'influence. Elle se prépare méthodiquement à quelque chose de beaucoup plus vaste qu'une simple série d'attaques localisées. Le cycle de 50 ans touche inexorablement à sa fin. Et cette fois, les anciennes protections ont été oubliées. Les sociétés secrètes qui la combattaient ont disparu ou ont été infiltrées par ses agents. Plus personne ne sait véritablement comment la contenir ou la renvoyer dans ses dimensions d'origine. J'écris ces lignes depuis ma cage bretonne, mais je sais parfaitement qu'elle finira par me trouver où que je me cache. Chaque nuit qui passe, l'odeur caractéristique de soufre se rapproche inexorablement. Les corbeaux s'agitent de plus en plus dans les arbres centenaires qui entourent la maison. Mon chien, d'ordinaire si brave, refuse catégoriquement de sortir après le coucher du soleil et gémit pitoyablement toute la nuit. Hier soir, j'ai reçu la visite inattendue d'un homme très âgé qui prétendait être le descendant direct de Jean Chastel. Il m'a expliqué d'une voix tremblante que sa famille gardait depuis 2 siècles et demi les véritables secrets de l'affaire du Gévaudan.
des secrets si terribles qu'ils se transmettent uniquement de bouche à oreille, sans jamais rien laisser par écrit. La bête du Gévaudan, m'a-t-il révélé, n'était que le commencement d'un plan beaucoup plus vaste et terrifiant. Une invasion progressive de notre dimension par des entités venues d'ailleurs, des créatures qui existaient bien avant l'apparition de l'humanité sur Terre. Elles attendent, patiemment dans leur dimension parallèle, le moment propice pour reconquérir notre monde, qu'elles considèrent comme leur légitime propriété. Les balles bénites de Jean Chastel n'avaient fait que retarder temporairement l'échéance inévitable. Maintenant, après des siècles d'affaiblissement progressif, les barrières spirituelles qui protégeaient notre réalité commencent à se fissurer dangereusement. Les créatures repassent de plus en plus facilement d'une dimension à l'autre. La chasse finale va bientôt commencer, et cette fois, l'humanité pourrait bien ne pas y survivre. Si vous lisez ce témoignage désespéré, c'est que j'ai miraculeusement réussi à le publier malgré toutes les tentatives pour m'en empêcher. Méfiez-vous absolument des versions officielles qui minimisent constamment les faits. Méfiez-vous des explications rationnelles qui écartent systématiquement les hypothèses dérangeantes. La bête du Gévaudan était une réalité tangible et terrifiante, et elle revient plus forte que jamais. Elle n'a jamais véritablement cessé de rôder aux frontières fragiles de notre réalité, attendant patiemment son heure avec une intelligence millénaire. Cette heure a maintenant sonné dans le silence de nos campagnes dépeuplées. Les cycles s'accélèrent de manière inquiétante. Bientôt, ce ne sera plus seulement la Lozère isolée qui tremblera de peur, mais la France entière qui devra affronter ce cauchemar ancestral. Écoutez attentivement les chiens qui hurlent désespérément la nuit sans raison apparente. Observez les oiseaux qui fuient en masse leurs territoires habituels. Respirez cette odeur subtile de soufre qui commence à imprégner l'air de nos campagnes les plus reculées. Remarquez ces traces étranges dans la boue, ces empreintes qui ne correspondent à aucun animal connu. Elle arrive inexorablement, portée par des vents mauvais qui soufflent des dimensions interdites. Et cette fois, personne ne viendra nous sauver de cette malédiction millénaire qui s'apprête à déferler sur notre monde fragile et sans défense.